Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Oui, nous ne sommes pas le mercredi. Oui, c'est le Café Presse Politique. C'est le Café Presse Politique parce qu'il y a une actualité nouvelle qui s'est incrustée ce week-end, le jeudi dernier, en fin de journée. Nous avons appris la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, l'annonce de leur prochaine normalisation, et dans le même temps, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une information qui a déclenché des débats, des polémiques, un séisme géopolitique et qui a eu des incidences d'abord au Maroc, puisqu'il y a eu des manifestations vendredi à Rabat contre cette, enfin en tous les cas une partie de cette décision, et il y a eu évidemment des réactions aux Nations Unies, en Algérie évidemment. On va débriefer toute cette actualité. Nous avons choisi d'en parler spécifiquement dans un numéro dédié à cette seule actualité parce que nous n'aurions pas eu de toute façon la possibilité d'en parler comme nous le souhaitions dans un numéro ordinaire du Café Presse Politique. Et nous avons donc, à cette occasion, le plaisir d'accueillir Hassan Mouali, spécialiste des questions internationales au long cours, dans la presse écrite, journaliste évidemment, et Abdelkarim Ghazali, qui traite de ces questions-là depuis de longues années. Et également, Abdelkarim, bonjour. Bon retour au Café Presse Politique. Merci. À des rébats. Hassan est plus fréquent et plus fidèle, il vient plus souvent. Voilà. Et puis, pour évidemment offrir au public algérien une vision la plus fidèle et la plus complète possible, nous avons le grand plaisir d'accueillir également avec nous notre confrère journaliste marocain, je dois dire en exil à Barcelone, Ali El Mrabat. Ali, merci beaucoup d'être avec nous. Non, je t'en prie, ça va être un plaisir. Merci. Je ne me suis pas trompé en disant en exil à Barcelone. Si, exil obligé, parce que je ne peux pas travailler chez moi. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. On va pouvoir mieux comprendre un peu ce qui se passe avec ta contribution avec nous dans ce débat. Ma première question est toute simple. Hassan, Abdelkarim, comment vous avez reçu cette information le jeudi soir? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous pensiez que ça allait se dérouler de cette manière? On avait entendu parler d'un deal de ce type-là qui était dans le pipe, mais est-il arrivé trop vite? A-t-il pris la forme à laquelle vous vous attendiez? Quelle réaction? Bon, personnellement, je m'y attendais. Depuis la normalisation des relations entre le Bahreïn et la Jordanie, le Bahreïn et les Émirats arabes unis et Donald Trump avait annoncé que d'autres pays arabes entre guillemets. Il y a eu le Soudan déjà. Le Soudan allait normaliser. Donc je m'attendais logiquement. Je pense que le Maroc est le pays qui remplit toutes les conditions pour une normalisation. Malheureusement, je le dis comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté juive assez importante au Maroc, et au moins 6 ministres du gouvernement Netanyahou qui sont originaires du Maroc. Donc, et puis historiquement, le conseiller du roi Hassan II et l'actuel Mohamed VI, c'est André Azoulay. On connaît ça c'est le volet normalisation. Voilà. Mais le volet accord à 3 avec reconnaissance par. Alors accord à 3, je ne pensais pas par contre que Donald Trump allait franchir le pas, parce que là ce que vient de faire Donald Trump, pas les États-Unis pour l'instant du moins, en attendant l'investiture de Joe Biden, on ne sait pas est-ce qu'il va annuler cette décision ou pas. C'était la folie de la part des États-Unis qui, eux, c'était les parrains un peu du processus de paix Sahara occidental. Les envoyés spéciaux des Nations du secrétaire général, la majorité ont été des Américains. Je pense à James Baker notamment, qui a réagi négativement d'ailleurs. Il a critiqué la décision de Donald Trump. Je pense aussi à John Bolton, qui était un conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Donc c'est un coup de folie. Ça par contre, ça m'a choqué. Par contre, la normalisation des relations entre le Maroc, le royaume du Maroc et Israël, bon, moi je l'attendais, très personnellement. Je l'attendais. Enfin, c'est la même chose, c'est-à-dire pour moi, il n'y a rien de surprenant depuis pratiquement les fuites sur les écoutes que Hassan II aurait
enfin non, parce que c'est confirmé, a permis à Israël d'avoir, lors du sommet arabe qui a eu lieu en 67, je crois, Début 67. début 67 au Maroc, permettre au service secret israélien de suivre les débats à huis clos du sommet arabe. Je crois que ça révèle un peu les intentions du Makhzen et du Palais Royal. Donc, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères marocain actuel a dit il n'y a pas eu de normalisation, les relations ont toujours été normales. Absolument. Il y a juste eu rétablissement des relations qui n'existaient pas. Et tout en faisant l'apologie d'Israël, en confondant sciemment entre État sioniste, colonisateur et les Juifs. La judaïté, ça n'a rien à La voir. judaïté, ça n'a rien à voir. Je crois que même l'Algérie, elle n'est pas en conflit avec les Juifs. Et je parle des Algériens. Et la position des Algériens, globalement, c'est contre un État sioniste qui occupe un pays qui n'est pas le sien et qui opprime un peuple. Quant à l'accord tripartite, c'est-à-dire c'est une bassesse. Le fait de troquer, de vendre la Palestine pour que les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, c'est d'une bassesse inqualifiable. Alors, j'imagine que les Marocains doivent s'attendre au moins à ce que Trump reconnaisse la souveraineté du Maroc sur Ceuta et Melilla, au moins pour qu'il y ait un peu de... Ça aurait été plus logique. Oui, ça aurait été... Enfin, pour aller dans le même sens. Est-ce qu'on ira jusque-là? oui. Une bassesse, dit Abdelkrim Brzali. Moi, j'ai envie d'abord de poser la question à l'observateur qui suit très bien ce qui se passe dans son pays, évidemment, et ce que déploie comme feuille de route le palais. Est-ce que c'est une décision qui a été suffisamment bien maturée? Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup de maître de Mohamed VI que d'avoir fait cela? Bon, premièrement, juste une petite rectification. Le sommet arabe, ça s'est fait en 1965 à Casablanca. Donc, pour l'espionnage et le Mossad, je pense que c'est suffisamment prouvé que Hassan II, il a permis au Mossad d'espionner les chefs d'État arabes à Casablanca. Ça a été révélé par les Israéliens eux-mêmes. C'est pas les Marocains. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la reconnaissance de la souveraineté? Est-ce que d'abord c'est un bon coup politique du point de vue des intérêts on va dire du palais du Maroc? Est-ce que c'est un bon coup bien réfléchi, bien amené? Je pense que ça aurait été un super bon coup politique s'il n'avait pas obligé les Marocains à un peu, il faut le dire, à abandonner la cause palestinienne qui est au Maroc. Au Maroc, c'est une cause, c'est l'une des causes sacrées. Ça aurait été un bon coup politique. Mais là, ce qu'on a, pour les Marocains en général, là, ce qu'on a, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, ce qu'on a, c'est un uppercut dans la gueule. Je veux dire, pour que les États-Unis, ce président, surtout ce président, parce que moi, personnellement, j'aurais aimé que ce soit un président démocrate ou un président qui réfléchit un peu mieux, mais que ce soit ce président-là qui prenne cette décision en échange de l'abandon de la cause palestinienne, parce que moi, je me rappelle au début, je veux dire, quand on était petit, ce qu'on faisait, nous, quand on allait au cinéma, c'était de payer une partie de l'entrée au cinéma, je veux dire. Ça allait à la cause spéciale. Oui, parce que non, je suis désolé parce qu'il y a quelqu'un ici. C'est les avantages de la téléconférence. C'est mon fils là qui est là, qui comprend pas que je dois. Voilà. Marhaba bih. Oui, pardon. Donc, Elias, papa, il faut qu'il parle. Voilà. Excusez-moi. C'est sympa, c'est très sympa. Oui, voilà. Donc, non, moi je pense que c'est un bon coup, mais c'est pas un coup qui est ni définitif et qui, malheureusement, je veux dire, il faut gérer aussi comment est-ce qu'on va expliquer à la population marocaine, même si on le dit avec d'autres termes, que, effectivement, la cause palestinienne a été abandonnée, surtout par le chef de l'État qui est, ne l'oublions pas, le président du comité Al-Quds. Oui. Donc, alors, est-ce que c'est un bon coup politique? Oui.
on peut se mettre un peu dans la tête de Mohamed VI, hein, et imaginer que le deal, on peut raisonnablement penser qu'il peut être accepté par les Marocains parce que il apporte dans le deal, il apporte la reconnaissance par la première puissance du monde de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Au Maroc, c'est la question qui passe en premier, peut-être même y compris dans l'opinion marocaine. Et donc, il va se dire, mes concitoyens vont accepter un retrait sur la question palestinienne puisqu'on a une avancée sur la question sahraoui. C'est un peu cela, j'imagine, l'idée. Moi, je suis sûr que le Palais Royal, parce que c'est lui qui décide ce genre de choses et tout, en général au Maroc, il a dit qu'il avait une équation. Qu'est-ce qui va se passer si je perds le Sahara occidental et qu'est-ce qui va se passer si j'abandonne la cause palestinienne? Et donc je pense après des mois de réflexion ou après des années de réflexion, il a dit voilà, écoutez, moi je pense que pour moi, en tant que monarchie, je risque de tout perdre si je perds le Sahara occidental. Je risque de perdre des plumes si j'abandonne la cause palestinienne. Et donc arrivé à un certain moment, ils ont fait, c'est une balance, ils ont dit voilà, moi je vais choisir ça au lieu de ça. Et les gouvernants, nous le savons tous, hein, les gouvernants, ils n'ont pas de scrupules. Et pour la monarchie, écoutez, son premier devoir, c'est de rester là aujourd'hui, demain, après-demain. Est-ce que la manifestation de Rabat, est-ce que la manifestation du lendemain, c'était quelque chose qui était prévu comme une incidence, on va dire, collatérale, une conséquence collatérale gérable? Ou est-ce que c'est un frémissement sur un malaise plus profond dans la société marocaine? On rappelle que il y a 3 ans, on était dans le Hirak du Rif et qu'il y a encore des plaies qui ne sont pas refermées. Moi, je pense qu'il est trop tôt pour le savoir, mais de toute façon, Hassan II, que vous connaissez bien en Algérie, est un homme très intelligent. Je veux dire, en maintenant des relations privilégiées avec Israël, il laissait que la rue puisse sortir, s'exprimer, crier sa colère. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Je veux dire, on va dire voilà, oui, effectivement, voilà, pour nous, la cause palestinienne, pour nous, ce qui est important, c'est le conflit du Sahara occidental, c'est cette reconnaissance par les États-Unis. Mais voilà, on va vous permettre de sortir, de crier, d'hurler. Bon, mais il faut pas que ça aille loin. Mais bon, il ne peut pas y avoir de connexion avec un mécontentement interne entre cette question et... Peut-être, parce que l'économie marocaine, il ne faut pas l'oublier à cause du Covid-19, elle est en lambeaux, hein. C'est comme en Algérie, je présume. Complètement. Hein. Et l'économie marocaine, elle est par terre. Je veux dire, est-ce que ça va, je veux dire, la situation politique, économique, sociale, je veux dire, elle est pas mieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, moi, je pense qu'il faut attendre. Parce que le Maroc, on ne peut pas faire de prévisions. Hein. Oui. Et il ne faut pas oublier que nous avons un appareil sécuritaire qui est très, très fort, qui bouffe une partie, je vais dire, du budget annuel et qui est prêt à toute éventualité. C'est bizarre, mais on connaît ça en Algérie. On peut s'attendre à tout. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une crise institutionnelle? Parce qu'il faut quand même rappeler à l'opinion algérienne, qui ne le sait pas toujours bien, que c'est la coalition de gouvernement en ce moment au Maroc est conduite par le PJD, le parti donc islamiste modéré. Et M. Atmani, son Premier ministre, a du mal à avaler la décision. Il l'a déjà laissé entendre. Est-ce qu'on peut s'attendre à une crise institutionnelle? Non, crise institutionnelle, il n'y aura pas de crise institutionnelle. Parce que les partis politiques au Maroc, ils sont tout à fait domestiqués, beaucoup plus intelligemment que chez vous. Oui. Je veux dire, le Parlement, le Parlement, c'est une chambre d'enregistrement. La chambre des conseillers, notre Sénat, on ne sait même pas à quoi ça sert. Donc, je veux dire, si le parti même, oui, c'est gros. Si le parti, je veux dire, si le PJD, je veux dire, si le parti islamiste avait la majorité au Parlement, moi j'aurais dit peut-être oui, peut-être il peut y avoir une crise, mais je veux dire avec 125, je pense, oui, si mes souvenirs sont bons, 125 députés sur 395, il faut pas oublier qu'au Maroc, c'est pour ça que je vous disais, ils sont plus intelligents, le palais est plus intelligent que votre présidence. Je veux dire, il n'y a jamais de parti qui arrive à avoir la majorité absolue. Il y a le ministère de l'Intérieur qui veille et qui il fait une sorte
comme vous direz chez vous, shorba, mais chez nous, c'est la harira, pour que les partis puissent s'appuyer les uns sur les autres. Donc, crise institutionnelle, je ne crois pas. Je crois pas. Moi, je dirais qu'il faut plutôt voir du côté de la rue. Mais il est trop tôt pour dire si ça va, Est-ce il y a quelque chose qui va bouger, parce que dès qu'on commence à dire ou non, on n'est pas d'accord avec l'affaire, avec l'abandon de la cause palestinienne, ils vous disent tout de suite, mais vous êtes des traîtres, parce que vous voyez, la première cause, c'est le Sahara occidental, vous pouvez rien dire, il faut fermer votre gueule. Ali Al-Malab, je vais poser des questions qui fâchent. Est-ce que l'opinion marocaine est prête? Je sais que l'opinion américaine, peut-être que tu sauras l'expliquer mieux. À l'opinion algérienne, il y a, il y a un attachement des Marocains, peut-être au fil du temps d'ailleurs, peut-être pas autant en 75 qu'aujourd'hui, à la marocanité du Sahara. Ça rend plus complexe ce dossier parce que le Sahara n'est pas reconnu comme étant marocain par la communauté internationale, tant qu'il n'y a pas eu de référendum pour le confirmer. Est-ce que l'opinion marocaine est prête à une nouvelle séquence de guerre de guérilla avec le Polisario? Parce que c'est vers cela que nous nous acheminons malheureusement. Moi, premièrement, mais ça c'est mon opinion, hein. Moi je pense pas qu'il y ait une opinion publique marocaine, hein. Il y a, si vous me dites les Marocains, une sorte d'ensemble qui est là, qui bouge, qui meurt, mais il n'y a pas d'opinion publique marocaine. Est-ce que nous, on est prêt à une guérilla avec le Front Polisario? Moi, je vous le dis, je connais pas. Je sais que le Maroc maintenant, et surtout après la décision, je pense aujourd'hui, de Donald Trump de vendre des armes à l'armée marocaine, aux forces armées royales. Eh ben, moi, je pense que les Marocains, l'armée marocaine était beaucoup mieux, je veux dire, armée que le Front Polisario. Maintenant, est-ce que les phares sont prêts? Est-ce qu'ils savent un peu comment ça se passe à une guerre de guérilla? Comment est-ce qu'on va lutter contre une guerre de guérilla? Moi, je ne suis pas expert en la matière, hein. Moi, je pense qu'il faut voir ça avec un expert militaire qui pourra le dire. Maintenant, est-ce qu'on est prêt pour le moment? Ce qui se passe maintenant dans le sud, même avec les communiqués de guerre du Polisario, pour le moment, nous, ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé en France, je pense, en 1940. C'est une drôle de guerre. Il y a Il ne se passe rien en une sorte de réalité, guerre c'est ça. déclarée. Ouais. Voilà, il y a une guerre déclarée par le Polisario, mais nous, au Maroc, on ne la sent pas, quoi, tellement. C'est ça. Mais moi, je suis beaucoup plus, disons, prudent. Je dis qu'il faut attendre. Il faut attendre pour savoir un peu ce qui va se passer. Et puis comme en Algérie, maintenant, il y a le président qui est là, qui n'est pas là, qui est hors du pays, tout ça. Est-ce que le Polisario pourra aller loin? Est-ce qu'il ne pourra pas aller loin? Parce que le Polisario ne pourra pas aller loin sans un feu vert, je veux dire, de l'armée algérienne, sans un feu vert du pouvoir pardon, excusez-moi, algérien. Bon, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je pense que vous aussi, vous avez une crise institutionnelle, parce que vous ne savez pas où il est votre président, comment il se porte, tout ça. Donc ça joue aussi. Donc moi, je dirais que dans les prochaines semaines, je dirais pas jour, je dirais les prochaines semaines, on saura mieux un peu ce qui se passe. Oui. Une dernière question, Aliane Mourabat, est-ce qu'il faut dire adieu au projet du Maghreb uni pendant quelques années, voire quelques décennies, après ce qui vient d'arriver jeudi dernier? Oui. Moi, je pense qu'il faut attendre une génération, il faut attendre la disparition de tous ces chefs d'État, je veux dire, marocains, algériens, qui sont nés, qui ont vécu un peu, je veux dire, un peu dans ce climat. Bah, écoutez, nous, on est beau Maroc, malheureusement, moi je vous le dis, moi ça m'affecte pas personnellement, mais algérien, c'est devenu une insulte. Je pense que pour vous aussi, c'est la même chose. Marrakech ou Marocain ou la Maghrébi, tout ça, Oui. c'est devenu une insulte, quoi. Dès que vous êtes en désaccord avec une décision, je veux dire, politique de votre pays, tout de suite, vous êtes un agent des Algériens, un agent des Polisario, un agent des Espagnols, un agent des Français, un agent du Mossad. Mais maintenant, je pense que ça va être difficile qu'ils puissent dire agent du Mossad, parce que maintenant, ils ont normalisé leur relation avec eux, quoi. Mais voilà, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est malheureux et que vraiment, bon, on a vécu ça. J'espère que pas une génération quand même, Ali. Ça fait beaucoup, une génération à attendre. Ça fait beaucoup. Oui. Mais Oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, personnellement, ça m'embête de ne pas pouvoir traverser la frontière maroco-algérienne, quoi.
c'est un peu bête, quoi. Alors qu'on peut passer par un avion. Alors vraiment, Oui, c'est- ça pour un esprit normalement constitué, qu'on comprend pas. Mais bon, moi je suis pas là pour. Je veux pas faire comme les autorités marocaines qui veulent obliger les autorités algériennes à ouvrir la frontière. Moi, je pense, bon, c'est une décision souveraine des autorités algériennes. Si elles ne veulent pas ouvrir, qu'elles n'ouvrent pas. Mais moi je trouve que c'est dommage et c'est un peu désolant. On va se poser la question si ce type de décision n'a pas poussé un peu plus peut-être l'accélération du rapprochement entre le Maroc et Israël. On va se le poser ici sur le plateau. Merci beaucoup Ali El Morab de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidé à comprendre un petit peu ce qui se passait au Maroc et ton analyse de la situation. À très bientôt. Mille merci pour la disponibilité. Nous allons donc reprendre un autre consultant tout à l'heure pour évoquer une partie de la problématique qu'ouvre cet accord tripartite, une problématique d'ailleurs qui a démarré déjà avec l'incident de Guelgarad, qui a accéléré un petit peu les événements. Je vous repose la dernière question que j'ai posée. Alger n'a pas changé de politique vis-à-vis du Maroc depuis la fermeture de 1994. On pensait à un moment donné que Abdelaziz Bouteflika allait faire un pas. Il est allé à l'enterrement de Hassan II en 2000, au début 99. Fin 99. 99. 99, la même année de son investiture. Ouais. Après, Mohamed VI est venu en Algérie, sommeil de la Ligue arabe. Absolument. Il est resté une semaine. Une semaine, voilà. Ouais. Et donc, on pensait qu'il allait y avoir un nouveau cours avec réouverture des frontières, etc. Et en fait, finalement, Bouteflika continue la même politique. Donc, ma question, c'était, est-ce que finalement, retrouver normalisation du Maroc avec Israël, le fait d'avoir maintenu cette politique fermée, de ne pas avoir essayé de développer des relations économiques et de continuer la politique du sommet de Zeralda et de Marrakech, c'est-à-dire, M. Rahabi vient de le rappeler, Abdelaziz Rahabi récemment, je crois que c'est lui qui l'a rappelé ou quelqu'un d'autre, séparer la question sahraoui du processus de construction maghrébine, le fait de ne pas l'avoir fait, est-ce que ça n'a pas précipité le rapprochement, accéléré le rapprochement de Rabat avec Tel Aviv? Disons, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Ali. J'ouvre une petite parenthèse par rapport à la crise institutionnelle au Maroc. Je l'exclus catégoriquement. Il faut savoir qu'hier, le secrétariat politique du PJD, du Premier ministre marocain Saad Din Lasmani, a pondu un communiqué dans lequel il se félicite incroyablement de ce que le Maroc récupère la souveraineté via les États-Unis. Donc, un petit mot, une petite phrase comme ça sur on n'abandonne pas la Palestine, mais il se félicite beaucoup plus sur le Sahara occidental. Le jour même de la déclaration de Trump, Saad Din Lasmani a tweeté. Donc, il ne faut pas s'attendre. Les partis politiques au Maroc, qui sont brigadiers, tout comme leurs homologues algériens, et puis les Ikhwan, il faut les connaître, c'est comme l'autre Hamas algérien. Il n'a pas critiqué il a critiqué tout le Maroc, mais pas le PJD. D'accord. Donc ils sont dans l'entrisme, ils sont au palais, c'est la première force politique. Il ne faut pas s'attendre à une crise institutionnelle. Le palais royal a pesé et sous-pesé sa décision. Il a décidé de sacrifier la cause palestinienne parce que il faut savoir que le Maroc, ça a toujours été dit, il a un seul agenda diplomatique, c'est le Sahara occidental, la marocanité du Sahara. C'est le seul agenda diplomatique du Maroc, contrairement à l'Algérie qui a plusieurs sujets sur lesquels plusieurs fronts. Les Marocains, quand tu fais bien de le rappeler, on peut insister là-dessus. Quand ça nous arrive moi ces dernières années d'aller au Maroc pour des raisons professionnelles. À un moment donné, il y avait quand même une reprise des activités, les forums, les séminaires, surtout économiques, que eux hébergent et que l'Algérie n'héberge jamais. Donc on va plus souvent au Maroc. Donc nous connaissons mieux la situation au Maroc que les Marocains ne connaissent. Au moins les journalistes marocains ne connaissent l'Algérie. Le dernier journaliste marocain que nous avons accueilli ici, c'est Amar Radi. Il est en prison et ses ennuis judiciaires ont rebondi quand il est passé à Radio M, pour dire un peu l'état d'esprit. Eh bien, juste pour finir cette parenthèse, au Maroc, les partenaires marocains avec lesquels nous discutons nous disent, pour vous, la question sahraoui, c'est une question extérieure, pour nous, c'est une question nationale, sécuritaire interne. Absolument. Donc, on ne peut pas avoir le même rapport, c'est ce que tu disais, l'agenda sécuritaire. J'irai plus loin que la question sahraoui détermine la pérennité de la monarchie marocaine. C'est ce que vient d'Irani. Sans la récupération du Sahara, la monarchie va tomber, parce que économiquement, socialement, même d'un point de vue... Est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que c'est si vrai que ça? Non.
Non, je pense La monarchie... on a un point de vue contradictoire, on va l'écouter. Je vais juste rajouter un truc. Tous les Marocains savent que le monarque est le plus riche homme d'affaires dans le royaume. Il a à peu près 6-7 milliards de dollars, alors que au moins 30% des Marocains crèvent la dalle. C'est pas parce qu'on est algérien qu'on dit ça, mais c'est les statistiques qui le disent. Et il n'a absolument rien à offrir. Le seul moyen de mobiliser les Marocains, c'est le Sahara occidental et l'ennemi algérien. Et puis même nous, les Algériens, on fait la même chose avec presse interposée. L'ennemi numéro 1, c'est le Maroc et tout. Mais je pense que le fait d'avoir un seul point dans l'agenda diplomatique, c'est une question de survie pour la monarchie marocaine qui a besoin de manière vitale de récupérer le Sahara occidental, sinon elle tombe. Non, elle en a besoin comme moyen qui permet au palais royal, justement, de maintenir sa même mise sur le peuple marocain, de l'occuper. Il a besoin des richesses du Sahara occidental pour ses propres intérêts. Oui, c'est comme la France avait besoin de l'Algérie, comme l'Algérie était vitale pour la France. C'est dans ce sens. Mais c'est une approche colonialiste, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ce que détruit, parce que le projet du Maghreb, du Grand Maghreb, moi je suis contre l'UMA, ce concept... À cause du mot arabe, il faut le dire. Non, ce concept qui n'a pas de sens, tout comme la Ligue arabe qui n'a aucun sens. J'ai toujours dit que la Ligue arabe est un mythe, le monde arabe est un mythe, l'Umma al-Arabi est un mythe. La même chose pour le Maghreb arabe, c'est une hérésie de l'histoire. Le Maghreb, le Grand Maghreb, un Maghreb uni, solidaire sur tous les plans, aurait permis aux pays qui le constituent, s'ils sont 3, s'ils sont 4, s'ils sont 5, s'ils sont 6 avec le Sahara occidental, ça aurait permis un développement extraordinaire et fulgurant de toute la région. Que les Marocains optent pour la République ou pour la monarchie, c'est leur affaire, ça les concerne eux. Mais pour le développement de toute la région, c'est la seule solution jusqu'à aujourd'hui. Mais le Makhzen, le palais royal, fait de la question du Sahara occidental une fixation et une sorte de drogue et d'opium pour endormir le peuple marocain et l'empêcher d'aller vers d'autres horizons, vers d'autres perspectives qui sont plus intéressantes et pour le Maroc et pour toute la région. Je repose ma question parce que je n'ai pas encore eu de réponse. Si Abdelaziz Bouteflika avait suivi une autre politique vis-à-vis du Maroc, celle que tu as très bien rappelé, celle du réchauffement, présence à Rabat pour les funérailles de Hassan II, venu sommet d'Alger, au Sheraton, et on serait passé à une normalisation entre l'Algérie et le Maroc avec flux économique, ouverture des frontières, etc. sur 20 ans. Sur 20 ans, parce qu'on était vraiment à l'an 1 d'Abdelaziz Bouteflika, sur 20 ans. Est-ce que c'est pas quelque chose qui aurait pu détourner le Maroc de cette évolution-là? Absolument, je suis complètement d'accord. C'est un gâchis. Les 20 ans de Bouteflika, ça a été un gâchis. Quand il se permet de serrer la main à Ehud Barak, et puis selon ceux qui étaient présents, je cite Abou Djara Sultani, c'est lui qui a cherché Ehud Barak et pas le contraire. Quand on serre la main à Ehud Barak, Premier ministre travailliste israélien, à un moment où le processus d'Oslo n'était pas encore terminé, c'était pas aussi choquant que ça peut l'être aujourd'hui avec Netanyahou, mais on était encore dans le processus d'Oslo. Moi, je pense que finalement, c'est un geste de légitimation, tout simplement. Abdelaziz Bouteflika a été mal élu, même avec son référendum, donc il s'affiche avec un premier ministre israélien. Il a frappé les esprits. C'est vrai qu'il est rusé. On ne va pas dire il est ultra rusé. Donc pour lui, il a récupéré les dommages, les avantages collatéraux pour lui, mais pas pour le pays. On s'attendait après cette poignée de main qui s'est déroulée au Maroc, une autre symbolique, autour de Hassan II, qu'il allait avoir une perspective politique, qu'il allait avoir une détente entre le Maroc et l'Algérie. Moi, personnellement, la question du Sahara occidental, je suis attaché aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, mais en même temps, je suis d'avis à ce qu'on change d'approche. Non pas offrir le Sahara aux Marocains, mais changer d'approche. Je pose une directement question. Avec le Maroc, par exemple. Je pose une question. Changer d'approche, Abdelkrim, tu vas devoir te mouiller. Est-ce qu'il aurait fallu accepter l'offre? Je passe au-dessus du plan Becker qui a été rejeté par les Marocains. Absolument. Là, c'est leur responsabilité. Ouais. Mais le plan d'autonomie élargie qu'a proposé le roi du Maroc, est-ce qu'il fallait pousser le Polisario à l'accepter? Moi, tout d'abord, par rapport à la première question, je ne crois pas que le Maroc aurait évité d'aller vers une normalisation avec Israël. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas déjà en 1999, ni avant, dans une dynamique d'une véritable dynamique d'un grand Maghreb démocratique.
c'est-à-dire qui permettent au peuple de s'impliquer dans l'édification de l'État et de préserver ses intérêts. Mais par petite dose, ouvrir les frontières, par exemple, ça aurait été un petit point. C'est un retour à quelque chose qui a existé pendant 5 ans. Je suis pour la normalisation avec le Maroc, il n'y a pas de problème. La question de Hassan est claire. Est-ce que si il y a eu une normalisation des relations algéro-marocaines à partir de 1999, ça aurait permis au Maroc de ne pas aller aussi loin dans sa reconnaissance? C'est ça la question. Moi je dis non. Je crois qu'il serait quand même parti vers une reconnaissance de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que le Maroc attend la légitimité du régime marocain. De la monarchie. Tout autant que la légitimité du pouvoir en Algérie, elle est surtout extérieure. Ouais, elle est surtout extérieure. Je suis d'accord. Si on avait une dynamique vraiment de construction maghrébine avec l'implication du peuple, peut-être oui. avec des régimes démocratiques, avec des institutions légitimes et représentatives, oui, c'est possible que la trajectoire du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, Mauritanie, Libye aurait été autre. Et peut-être même que Kadhafi aurait quitté le pouvoir et que les choses se seraient passées autrement, à condition que la dynamique se soit engagé sur des bases démocratiques et de légitimation populaire des institutions. Le plan d'autonomie élargi? Non, moi le Polisario l'a jeté le premier. Moi, je ne suis pas favorable au plan d'autonomie élargi. Moi, je plaide pour une nouvelle approche algérienne. Avant que le Maroc, il a le mérite, à partir de 2007, d'enterrer. Il a enterré le processus de 91, c'est-à-dire Minurso, organisation d'un référendum d'autodétermination qu'il a dûment signé. Mais à un moment donné, il a vu que le rapport de force lui était favorable, il a changé d'option, autonomie. Autonomie, c'est une nouvelle. Il a compté sur ses alliés traditionnels, la France, l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, et les États-Unis. En 2007, je me souviens, c'était au département d'État, je crois. On était un groupe de journalistes algériens, avec Khaled Rani d'ailleurs notamment. On discutait avec un représentant du département d'État, Elisabeth Hopkins, je me souviens même du nom. Elle avait dit, oui, le plan d'autonomie est crédible, on ne peut pas concevoir une autre solution sans le plan d'autonomie. Quelle année? C'était en 2007, avril 2007. Je lui ai dit, madame, c'est la première fois que j'entends ça de la part d'un responsable américain. Elle me dit, oui, effectivement, nous avons changé d'approche parce que vous, les Algériens, vous ne proposez rien du tout, et les Marocains nous ont proposé ce plan d'autonomie. On ne peut pas continuer à financer comme ça à une durée indéterminée la Minurso sans avoir il est temps de liquider ce dossier. Voilà. Donc la nature a horreur du vide. Moi j'aurais aimé que l'Algérie fasse preuve de volontarisme, que propose une option médiane. Pas forcément le plan d'autonomie, je ne sais pas, il faut réfléchir, je n'ai pas une idée fixe, mais il ne pas se cramponner sur soutien le droit des peuples à l'autodétermination, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, la 13-14, je ne sais pas quoi. Il faut, à un moment donné, il faut faire preuve de créativité, il faut pousser les choses, généralement, l'un des dogmes algériens, c'est de dire que c'est un conflit bilatéral entre le Maroc et le Sahara occidental. Ok, mais nous savons tous que l'Algérie est concernée. Donc le Maroc revendique à ce que l'Algérie soit partie prenante. Personnellement, je vois les choses de cette manière. Si on connaît les arrière-pensées de l'Algérie, pourquoi nous ne voulons pas que le Maroc prenne tout le Sahara occidental? Parce qu'il y a d'abord l'accès à l'Atlantique, et puis nous n'ignorons pas les visées expansionnistes du Maroc, le mythe du Grand Maroc qui s'étend jusqu'au Sénégal. Donc on a toutes les raisons du monde de douter de la bonne volonté de la monarchie s'ils prennent tout le territoire sahraoui. Donc ils peuvent demain revendiquer Béchar, Tindouf, Ain Témouchen, je ne sais pas quoi. C'est comme le grand Israël. Mais on n'a pas besoin de ça pour démasquer la volonté du Maroc. La volonté du Maroc, elle est déjà visible dès 1975, lorsqu'il a accepté le partage avec la Mauritanie d'un territoire qu'il considère comme sien. C'est déjà absolument. Deux. Son silence. Les Marocains te disent 2 tiers, 1 tiers. Hein. Mais quand même, il a accepté. Quand tu acceptes de partager compris Chber, c'est qu'il y a un doute. Absolument. Voilà. D'ailleurs, le partage se poursuit aujourd'hui puisqu'il y a quand même une bande assez large qui fait 1/5 du territoire où le Polisario circule librement et on en parlera tout à l'heure.
N'oublions pas qu'en 75 aussi, le Maroc a accepté un autre deal qui est semblable au deal d'aujourd'hui. Ce Tamélie-là. Tout à fait, Absolument. tout à fait. Ouais. Il doit se taire par rapport à ce Absolument. Taouli-là pour prendre le Sahara. Et là, il y a une continuité géographique. Ce Tamélie-là, c'est dans le territoire C'est marocain. à l'intérieur, oui. Voilà. C'est-à-dire là, à Parfait. partir de là, par Voilà. rapport à l'autonomie, là aussi, on va aux intentions du Maroc. Si le Maroc voulait vraiment une véritable autonomie, parce que moi, je suis pour l'autonomie du Sahara occidental, je suis pour l'autonomie de Husseimiyya, le Rif, je suis pour l'autonomie de la région d'Agadir. C'est des autonomies dans le sens de gestion démocratique, d'implication du peuple dans la gestion. Si le Maroc avait proposé une autonomisation de toutes les National. régions du Maroc, incluant le Sahara, ça aurait été peut-être intéressant. Mais pourquoi uniquement Mais pas le du Sahara? point de vue du Polisario, à mon avis. Hein. Oui, mais pourquoi uniquement pour le Polisario? Pourquoi? C'est là où Messieurs, on l'intention- va avancer dans le débat en attendant de retrouver Akram Khrif. J'espère qu'on va retrouver Akram Khrif. Sinon, au téléphone, on va l'appeler au téléphone Akram Khrif. Sinon, on va décréter qu'Akram Khrif boycotte le café presse politique. C'est la 3e fois qu'il est supposé passer et qu'il ne sera pas passé. Je vous pose la question de savoir si vous considérez que les réactions d'Alger, parce qu'il y a l'idée que Alger, elle existe, hein, les complotistes, il y en a toujours partout sur tous les sujets, pensent que Alger, au fond n'est pas si peut-être pas si contrarié que cela, parce que le dossier bouge et à la limite, si des puissances comme l'Arabie Saoudite, des puissances financières comme Les Émirats. les Émirats que Hadj Nasser a qualifié de porte-avions, Porte-avions, dans l'entretien absolument. que j'ai eu avec lui, se mettre ouvertement du côté du Maroc et donc du côté de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ça permet de liquider sans que Alger ne soit prise en défaut par rapport à son opinion, et donc on laisse faire. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous avez trouvé timoré l'ouverture, par exemple, d'un consulat émirati à Dakhla? C'est assez bolé comme sujet. Timoré. La réaction d'Alger. La réaction d'Alger. Pratiquement, il n'y a pas eu de réaction, au sens profond du terme. C'était des petits commentaires comme ça, mais bon, ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise parce qu'il y a des intérêts émiratis en Algérie. On connaît un peu les connexions de l'ex-chef d'état-major de l'armée avec les Émirats, Gaïd Salah et tout ça. Donc, au moins une partie du peuple algérien pense que les Émirats avaient quelque chose à voir avec ce qui s'est passé en Algérie. Le processus 12-12, ils étaient plus ou moins impliqués dans ce processus qui a malheureusement capoté l'espérance démocratique du pays. Mais encore une fois, les autorités algériennes réagissent mal ou ne réagissent pas au bon moment. Par exemple, cette histoire de Sahara occidental et de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les États-Unis, on a attendu le même jour, il n'y a pas eu de réaction. C'était hier que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire la mise en boîte, et la mise en musique de la réaction, c'est lourd. C'est vrai qu'il n'y a pas le président, n'est pas là. Donc ça aussi, c'est un facteur aggravant. Mais généralement, moi je pense les autorités algériennes n'ont pas grand-chose à dire. Parce que, encore une fois, il n'y a pas... Attendez, est-ce que vous écoutez les médias publics? Les médias publics sont dans la même tonalité vis-à-vis de ce qui s'est passé, Gargarat, les opérations... Oui, ils sont en décalage complètement. Quand on écoute les médias publics, on a l'impression qu'il y a une guerre. Qu'il y a une guerre et qu'on est dans les années 80. Alors qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est une guerre sans image, sans victime. Alors, il ne se passe rien, on ne va pas s'engager parce qu'on n'est pas sur le terrain. Moi, je fais confiance il y a aux pas de journalistes confrontation. professionnels pour le dire. Bon, il y a une propagande et une contre-propagande. Il y a la propagande du Polisario relayée par Alger qui dit qu'il y a une guerre, qu'il y a le harcèlement sur le mur, et il y a la contre-propagande marocaine qui dit qu'il ne se passe rien du tout. Un des deux a raison, Ouais, mais on ne peut pas le vérifier. Ma question, c'est le hiatus qu'il y a entre la propagande qu'on écoute sur la radio, la télé algérienne, qui est vraiment celle des années 70-80. C'est impressionnant. La guerre froide. Ouais. Et puis, quand il s'agit des décisions comme celle-là, l'ambassadeur des États-Unis n'a pas été convoqué aux AE. Non. N'a pas été convoqué aux AE. Et l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Kadalik, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a... Hassan, d'abord, il faut clarifier une chose. L'Algérie n'a pas le droit de convoquer l'ambassadeur des États-Unis. Les États-Unis sont un pays souverain, c'est la première puissance mondiale. Les Émirats sont un pays souverain. Le Maroc est un pays souverain, il a le droit d'établir des relations diplomatiques avec n'importe quel pays au monde, y compris Israël. Et on convoque l'ambassadeur de France pour un documentaire de M6. Ça, c'est ridicule à la limite. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. M6 est souverain. Mais c'est le régime de ton pays qui fait ça. Je suis désolé. Moi, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas convoqué l'ambassadeur de France pour lui dire qu'il
y a un reportage sur France 24, c'est de la rigolade. Mais on n'a pas le droit, nous les Algériens, d'autant plus on est si frileux par rapport à ces histoires d'ingérence étrangère. Alors, toi aussi, il faut te conformer à cette règle. Ne t'ingère pas dans les intérêts du Maroc, des Émirats, de la Jordanie. Celui qui veut établir des relations diplomatiques avec le Timor oriental, avec la Guadeloupe, avec n'importe quel pays, tu n'as pas à te mêler. C'est une décision souveraine. Maintenant, les implications, oui. Les implications, tu peux critiquer, par exemple, Donald Trump, dire que c'est un président sortant, il n'a pas le droit de faire ça, mais sans plus. En attendant que Joe Biden prenne le pouvoir, on verra ce qu'il va... Même cela ne s'est pas dit. Pardon ? Je dis même cela ne s'est pas dit de façon Oui, explicite. non, chauffe. Par américain, on s'attaque pas aux États-Unis. Les pays comme l'Algérie ne s'attaquent pas aux États-Unis, n'ont pas les moyens. Ni à un autre- Et puis politiquement, on est très fragile en ce moment. On est très fragile. Oui, Non, Abdelkrim. ce qui se passe dans les médias publics et leurs auxiliaires, qui sont nombreux, justement, Parapublic. oui, dénote le déficit de légitimité du pouvoir. Voilà. Pourquoi il est timoré? Il est incapable de réagir de façon sereine et de façon sérieuse et pragmatique, en défendant les intérêts tout d'abord de l'Algérie. absolument. Deuxièmement, en défendant les principes fondateurs de la politique diplomatie algérienne. Troisièmement, en défendant le droit légitime des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, on a deux réactions. On a une réaction qui dit que les Émirats arabes unis sont un pays souverain, ils font ce qu'ils veulent. La deuxième, dans le même, comme ça, c'est le porte-parole. Non, c'est le porte-parole du gouvernement. C'est Ministère de la communication. Ouais. C'est Belhem. Ça fait très peur quand on entend. Ah oui, Ammar c'est Belhem, Belhem, ça fait- c'est Ammar. Et dans le deuxième volet, Abu Dhabi, ils ont dû trembler. le deuxième volet de la déclaration Tao, c'est que la position de l'Algérie est une position de principe, elle est inchangée, c'est la reconnaissance des droits des peuples, l'autodétermination, c'est le discours qui ne change pas, mais il n'y a pas une politique de suivi par rapport à ça. L'autre réaction, c'est celle de Jarrad. Mais Jarrad, il n'a pas réagi à ce qui s'est passé au Maroc. Non, il a dit, justement parce qu'il y a un déficit de légitimité, parce que le pouvoir est vraiment faible, il est fragile. Ah oui, non. يا خوتي حقرونا. Ah oui, tout à fait. Hagrouna, C'est un appel au secours, à l'aide. Absolument. Vous avez dit que l'Algérie est visée. On vous a dit que l'Algérie est entourée d'ennemis. C'est ça le discours qu'on a entendu. Mais c'est pas normal. C'est grave ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a plus un État avec des principes et avec Une feuille de route. une feuille de route, tout à fait, et des réactions à la hauteur de l'événement. Au lieu de réagir à ce qui s'est passé, la décision américaine d'un président qui est déjà... Parce que la véritable déclaration qu'aurait pu faire le premier responsable du pays en l'absence de celui qui est censé être le président, c'est de dire que la décision américaine, la décision de Trump, n'a aucune incidence sur le statut du Sahara Absolument, occidental, le statut actuel, Oui. ni sur la situation géopolitique. Sans critiquer, sans rien. Tout à fait. Absolument. Il aurait pu réagir de cette façon. Sereine. De toute façon sereine. Voilà. Malheureusement, nous n'avons pas, comme disait la Hayat al-Imantounati. Alors, nous n'avons pas la Hayat Liman Tounadi. Je vais juste Par intégrer. rapport à juste- Jarrad, oui, un petit oui, bien mot sûr. par rapport à Jarrad. Moi aussi, il m'a choqué par le fait qu'il ait dit l'entité sioniste est à nos frontières. Moi, je pense qu'un Premier ministre ne doit pas dire ça, même s'il s'agit d'Israël. L'entité sioniste, mais ça fait longtemps, ils sont là-bas, ils sont au Tchad, ils sont partout, peut-être qu'ils sont en Algérie. Pourquoi tu dis ça? Ne le dis pas, il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement. C'est comme ça me rappelle un peu Tebboune quand il a dit « L'harwala lit-tabi'a ». Tu n'as pas à t'ingérer, je suis désolé. Ok, on a les fondamentaux de la politique étrangère algérienne, on ne reconnaît pas Israël, ok, reste sur cette position, mais tu n'as pas à critiquer les autres. Chef d'État, tu n'as pas à l'assumer. D'ailleurs, ça a été très mal reçu ailleurs. Et là, on entend le Premier ministre, il dit pratiquement, il était emporté il était catastrophé visiblement, au point de dire, attention, là, on a le Sahyouni à nos frontières. Mais c'est une déclaration de guerre. Moi, je pense qu'un Premier ministre ne doit pas dire ça. Oui. Il faut quand même, il faut être diplomate, voilà. Oui, mais le Premier ministre a dit aussi que les incendies en Algérie, il y a... C'était un complot, ouais. C'était un vieux de complot. sang, ouais. C'est un virement par Union
Il a dit ça aussi. Donc on a du mal à faire très attention à ce qu'il dit. Akram Khrif, bonjour, bienvenue de retour au CPP au téléphone. On aurait voulu avoir Akram Khrif avec nous. Shalak Labas. Ça va. Bien installé. Ça va, mes amitiés à mes deux amis. Salut, Akram. Salut Akram. Alors, je te pose la question la plus délicate d'entrée, spécialiste des questions sécuritaires, de géopolitique, de géosécurité. Abdelkrim vient de dire à l'instant, la hayat liman tunadi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui angoisse la crête des Tagaréens de savoir que dans une situation de crise comme cela, ne pas avoir un titulaire, un pensionnaire au palais d'El Mouradia, est-ce que c'est pas un facteur qui va accélérer la déclaration de vacances du poste? Parce que l'Algérie est démunie dans ce contexte. Anaya, ce que tu es en train de faire, c'est le chat de Schrödinger. C'est une sorte de prise de parti que tu es en train de faire, que je ne fais pas moi. Vas-y, est-ce que ça les angoisse plus Est-ce que ça risque pas d'accélérer les prises de décision? Parce qu'on parle de délibération depuis plusieurs semaines. C'est du wishful thinking de papa. Non, pas spécialement. Non, moi, je n'ai pas de religion sur la question. Pas dans la tête des généraux, heureusement d'ailleurs. Je suis pas. Non, je vais reformuler ma question, Akram, et aussi pour rendre explicite la problématique à nos amis auditeurs. Est-ce que une tension supplémentaire sur les frontières comme celle-là, avec ce dernier développement de jeudi dernier, pour des militaires qui approchent les questions sous l'angle sécuritaire, ça ne remet pas au cœur la question institutionnelle il faut compléter il faut régler la question de la présidence. Voilà. On était peut-être parti avec l'idée qu'on pouvait cohabiter avec une présidence vide pendant quelques mois, le temps que Abdelmajid Tebboune se rétablisse. Est-ce que cette nouvelle situation-là, ça ne change pas la donne? Sauf objectivement, telle qu'elle est maintenant, la situation n'inquiète pas trop. Elle n'inquiète pas trop parce qu'il n'y a pas de menace directe sur l'Algérie, il n'y a pas d'implication directe sur l'Algérie et les mesures préventives sont en train d'être prises. Donc il y a un déploiement, il y a des mesures qui sont prises. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qui manque à l'Algérie? Et d'ailleurs, il manque à l'Algérie cette chose depuis 2013. C'est un chef suprême des armées qui demain pourrait dire, voilà, on est en guerre, Et là, effectivement, ni le chef d'état-major, ni aucune autre personne en dehors de Abdelmajid Tebboune n'est en mesure de faire ça. Donc, c'est ça. S'il y a un besoin aujourd'hui, c'est vraiment on a besoin d'un président pour le pire. Mais pour ce qui est des mesures actuelles, vu ce qui se passe à la frontière, c'est business as usual pour eux. Hein. C'est vraiment c'est de la routine. On panique un petit peu ici à Alger, mais là-bas, c'est quelque chose qui est prévu, Très bien. Alors, Akram, on arrive un peu sur la fin de cette émission. On va finir sur une séquence la plus délicate quand même. C'est que ce qui s'est passé jeudi dernier, à mon avis, n'augure pas d'une possible issue rapide, diplomatique au nouveau cours qui s'est ouvert depuis l'incident de Guerguerat. Ça veut dire on est dans l'escalade. Il y a même peut-être une escalade dans l'escalade. Ça veut dire que j'ai posé la question tout à l'heure à notre collègue marocain Ali El-Marabat, guerre asymétrique, guerre de guérilla, c'est quoi les forces en présence dans le cas qui paraît de plus en plus probable où le Polisario fait le coup de feu, se remet à faire le coup de feu. C'est quoi aujourd'hui? Ali El-Marabat nous a dit que les phares sont beaucoup mieux équipés, ils viennent de bénéficier d'une autorisation de vente de nouveaux armements. Est-ce que le mur protège? Est-ce que les murs c'est un avantage stratégique, le mur de séparation du Sahara utile du reste du Sahara? Qu'est-ce qui risque de se passer et surtout quels sont les nouveaux moyens engagés de part et d'autre? Il y a deux choses. Il y a la première chose, l'éventualité du statu quo Hada Lirahu 80-20 en termes de territoire. Au Sahara, je pense que les Sahraouis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'harceler les forces marocaines et petit à petit tenter de percer, tenter d'aller derrière le mur. Ils peuvent le faire. Les Marocains se défendent, hein, ils se défendent bien, ils ont les moyens de se défendre. Il y a une chose, c'est peut-être méchant de le dire, mais ça, pendant les années 80 et début des années 90,
le matériel et les équipements sophistiqués ne manquaient pas aux Marocains. Hein. Ils ne manquaient pas du tout. Ce qui manquait aux Marocains, c'était de la combativité et c'était aussi une hiérarchisation plus logique, moins rigide de leur armée. Et ça, dans les deux cas, ça n'a pas beaucoup changé au Maroc. Je ne dis pas que l'armée marocaine est une armée faible, mais ça, on l'a vu traditionnellement, ce n'est pas une armée très très combative. Surtout. Enfin, elle n'a peut-être pas été particulièrement combative dans un processus d'occupation au long cours qui était peut-être pas, qui s'est déroulé de manière différente, inattendue. Elle a été combative dans le Golan, tout le monde le reconnaît, elle a été combative à d'autres occasions. On ne va pas généraliser, mais on va dire que sur le théâtre sahraoui, effectivement, elle n'a pas laissé de grands souvenirs de combativité. Le Golan, c'est un épiphénomène, hein, ça a duré quelques jours. On ne peut pas juger. Moi, je juge une armée sur 20 ans de guerre, pas sur 15 jours. Il faut être logique. Ils ont eu beaucoup de mal à cause de leur combativité. Est-ce que c'est pas une approche un peu, je vais pas faire cet affront à un spécialiste des questions sécuritaires, mais une approche un peu vieillotte de l'évaluation des rapports de force quand on intègre ce Qu'est-ce qu'il y a au Maroc ? Aujourd'hui, tout le monde dit c'est la technologie qui fait. Aujourd'hui, avoir des drones de guerre, ça permet, ce que les Marocains n'avaient pas évidemment en 75 ou jusqu'à 80, au milieu des années 80, ça ne donne pas un avantage quand même tactique important. Les Sahraouis, eux aussi, se sont adaptés avec le temps. Eux aussi ont intégré les problématiques de guerre moderne dans leur schéma tactique et dans leur schéma stratégique. Donc, c'est le glaive et le bouclier, c'est une problématique qui évolue avec le temps. Mais le cœur de tout ça, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je vais vous poser une question. C'est vrai qu'on parle d'une guerre sans image, etc. On dit qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe pas grand-chose. Si on commence à regarder les communiqués du commissariat politique de la LPS, là, bon, c'est un peu n'importe quoi. On a rien, on a des données qui veulent pas dire grand-chose. Mais en réalité, selon les infos que j'ai, il y a vraiment du harcèlement, de points, de positions, etc., qui se font tirer dessus tous les jours. Ouais, il n'y a pas de réponse. Que dit la Minourso? Que fait le Maroc? Pourquoi le Maroc ne se défend pas? Pourquoi l'aviation marocaine n'est pas intervenue? Elle va intervenir. Si on monte, c'est inévitable qu'elle va intervenir, Akram Khalif. Vous la question dès le début. Pourquoi l'armée marocaine, pourquoi les hélicoptères, pourquoi les drones ne sont pas intervenus? Parce que peut-être qu'il y a une exagération par la propagande sahraoui de ces attaques-là sur le mur, peut-être. Du côté marocain et du côté sahraoui, il y a des incidents qui ont lieu tous les jours. Ils ne sont pas de très très large échelle. On voit les. C'est quoi les incidents? Je pose la question aux spécialistes des questions sécuritaires. C'est des échanges de tirs d'artillerie? Il y a de nombreuses positions sur le mur qui sont attaquées de manière quasi quotidienne. Ils se font tirer dessus, ils se font bombarder. Mais on voit qu'il n'y a aucune réaction de notre côté. Rien. Pourquoi? Est-ce que c'est est-ce que les Marocains ne veulent pas dévoiler leurs équipements parce qu'il y a beaucoup d'équipements de suivi et de monitoring du côté algérien? Est-ce qu'ils ne cherchent pas l'escalade? Ou est-ce qu'ils sont en train de trouver des solutions entre eux? C'est ça la question, parce qu'il se passe réellement des choses. D'accord, il se passe réellement des choses. Donc on pourrait être dans un scénario de guerre cachée pendant quelques semaines, voire quelques mois, tant qu'il n'y aura pas quelque chose de spectaculaire, c'est une guerre qu'on pourra cacher, c'est ça. Hassan, le deuxième point que je voulais aborder, c'est la deuxième éventualité. C'est que aujourd'hui, le Maroc soit tenté par ce qu'a fait l'Azerbaïdjan au Karabakh, et qu'ils se disent, voilà, les États-Unis reconnaissent l'entièreté du Sahara, on va prendre ce qui reste. Là, cette configuration-là est très, très dangereuse parce que ça va clairement influer sur les réfugiés, etc. Et ça va ramener la ligne de front sur les frontières algériennes. Enfin, un petit peu, moins de 50 km sur les frontières algériennes. C'est tout ce qu'il y a entre l'Algérie et le Sahara occidental. C'est pas énorme comme frontière. Ça reste quand même 50 km de frontière, alors qu'il y avait 0 km de frontière. Oui. Et là, on peut se retrouver avec une réaction un peu plus violente du côté sahraoui, un peu plus soutenue du côté marocain, et une
Alors, je pose une question, les plus jeunes, ça sert aussi à cela, le Café Presse Politique, avant de finir avec un point de vue de chacun de nos amis présents ici sur le plateau, ne se souviennent pas du contexte des années 70 et 80. Les années 70 et 80, le Polisario attaquait les positions marocaines partout dans le territoire sahraoui. Il a attaqué les positions de la Mauritanie au début de la guerre, au moment où la Mauritanie était occupée une partie de ce territoire. Le Polisario est allé jusqu'à Nouadhibou, le port minier de Nouadhibou a été attaqué. Le Polisario est allé jusqu'à Tintin, au sud du Maroc. Il a fait une opération aussi au sud du Maroc. Et évidemment, il a attaqué toutes les villes et les garnisons marocaines sur le territoire sahraoui. Et il se repliait en Algérie. Voilà, c'est très important. Il se repliait en Algérie et le roi Hassan II menaçait du droit de poursuite pendant toutes ces années-là. Question technique aux spécialistes des questions sécuritaires. Est-ce que aujourd'hui, la bande, les 20% qui sont les territoires libérés pour les Sahraouis, est-ce que c'est un point de repli possible pour conduire des attaques semblables, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même le mur qui fait qu'on ne peut pas conduire des attaques de cette dimension. Est-ce que le Polisario, s'il devait continuer à faire du harcèlement et à faire des attaques, il se replierait seulement dans cette partie du territoire, ou est-ce qu'il reviendrait en Algérie et on entendra dans quelques semaines, dans quelques mois, Mohamed VI reparler comme son père du droit de poursuite? En tout cas, il ne serait pas en sécurité totale du côté des territoires libérés. Il faut le dire. La sécurité se trouve du côté algérien de la frontière, clairement. Et donc, on se retrouverait dans une configuration comme dans les années 70-80. Et c'est la vie. Et l'Algérie soutient les peuples Merci beaucoup, Akram Khaïf. Enfin, ta réaction était très claire, très, très limpide. Merci d'avoir consacré du temps à nous éclairer sur ce dossier-là. Messieurs, donc la question, c'est est-ce que vous vous attendez à revivre un petit peu ce contexte des années 80 avec le risque de droit de poursuite et donc évidemment le risque d'une déflagration directe entre l'Algérie et le Maroc? L'évolution dangereuse de cette situation est possible entre le Maroc et le Polisario. Mais je pense personnellement que la communauté internationale, le Maroc et l'Algérie n'ont aucun intérêt à ce que l'embrasement général se passe. Et je crois que ni le Maroc ni l'Algérie n'ont intérêt ni ne veulent que ça éclate entre eux. Parce que si les Sahraouis se réfugient en Algérie, il y a un risque réel d'embrasement, ça c'est clair. Ceci étant dit, la possibilité d'une mini-guerre entre le Polisario et le Maroc n'est pas à exclure, d'autant plus que je suis d'accord avec ce qu'a dit Kharif. Le palais royal pourrait être un peu, comment dirais-je, encouragé par les États-Unis et l'Israël. Ouais. Par ce soutien éphémère d'ailleurs de Trump. Voilà. Oui, je pense la même chose. Un éventuel corps à corps entre l'Algérie, l'armée algérienne et marocaine, je ne le pense pas. Je suis Même dans les années 70, c'est pas arrivé, on va rassurer tout le monde. Mais ça peut se passer sur le théâtre sahraoui. Sahraoui, exactement. Mais nul n'a intérêt à ce que ça éclate entre les deux pays, même par Polisario interposé. Moi, je pense qu'ils vont trouver une solution. On va attendre déjà début janvier l'investiture de Trump. Même le Maroc, peut-être qu'il ne va pas tenter le diable avant l'investiture d'Obama. Ils vont essayer de faire du lobbying. Joe Biden et Kamala Harris, ils ont essayé. Il y en a qui appellent cela le troisième mandat de Obama. Hein. C'est le troisième mandat, absolument. Donc ils vont essayer de faire du lobbying. Ils ont des gens sur lesquels ils comptent à Washington pour éventuellement pousser Joe Biden à appuyer le soutien, ce qu'a fait Trump. Moi, je pense qu'il va le faire. Hein. Il faut pas être naïf pour penser que les présidents américains, donc, ils sont très différents en matière de politique étrangère. Il faut savoir qu'historiquement, la politique étrangère, ce n'est pas la salade des Américains. Ils s'en fichent éperdument. Ce qui les intéresse, c'est en interne, c'est l'économie, c'est le social. Mais la politique étrangère, ils s'en fichent éperdument. Donc, moi, je vois bien Biden fermer les yeux sur ce soutien de Trump au Maroc, d'autant plus que Joe Biden, il faut quand même rappeler qu'en 2006, alors qu'il était président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, il a dit même si Israël n'existait pas, on l'aurait
inventé. Moi, je ne suis pas juif, mais je suis sioniste. Il a dit comme ça. Donc, à la limite, l'homme lui-même, le pédigré de Joe Biden, il est connu. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que, après avoir pris les destinées de son pays, il va reconduire la même politique et garder l'ambassade de Maroc, le consulat américain à Dakhla ou voilà. Qui n'a pas encore été installé. Parce que historiquement, les Algériens doivent savoir que historiquement, le Maroc, c'est l'ami. C'est un pays considéré comme un pays ami des États-Unis. Il a reconnu les États-Unis en 1777, je crois. Donc, il y a un traité d'amitié. Ils sont très copains. Comme Israël, c'est la même chose. Nous, par contre, malheureusement, nous sommes entourés, on ne partage pratiquement pas grand-chose avec les États-Unis, avec Israël, avec la France, toutes les grandes puissances, on ne partage pas grand-chose avec eux, avec elles. Donc, du coup, on se retrouve cerné. Donc, ce que dit le Premier ministre, pour un peu revenir à la politique locale, ce que dit le Premier ministre, il doit le savoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit découvrir que nous sommes cernés. Mais qu'est-ce qu'on a fait en interne? Moi, je pense que si nous, les Algériens, nous avons embrayé sur un processus politique vertueux, une réconciliation, revoir la feuille de route folle, ce que tu appelais le train fou du 5e mandat, et là c'est le 6e mandat avec Tebboune. Si on change tout ça, on va essayer de libérer les détenus, ouvrir le champ politique et médiatique et tout ça. Moi je pense que les Algériens, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve avec une espèce de dissensus sur la politique étrangère. Avant ça a toujours été, toutes les questions de politique étrangère faisaient l'objet de l'unanimité en Algérie. Mais là on a l'impression qu'il y a des brèches quand même, il y a des carcarates partout. Pourquoi? Parce que ce pouvoir, on se dit qu'il ne nous donne pas à nous, les Algériens, la liberté. Il n'y a pas de démocratie en Algérie. Shawarona, Machi, quand le mur des lamentations, il faut l'unité. Je suis d'accord, mais toi, d'abord. C'est à toi d'ouvrir le débat dans ce pays, d'instaurer la démocratie. C'est un peu ça pour résumer un petit peu. Merci beaucoup Hassan Mouali en verbe aujourd'hui. Merci beaucoup Abdelkrim Ghazali pour ton retour très éclairant dans le Café Presse Politique. On va consacrer un numéro au Café Presse Politique pour savoir aider le gouvernement. Celui-là, enfin pas celui-là parce que celui-là ça sert à rien de l'aider, mais peut-être le prochain issu de ce que tu viens de proposer, d'identifier quels sont ses alliés, quelles sont les politiques d'alliance qu'il faut développer dans l'avenir. Nous pensons notamment au Maroc, au Maghreb et à la construction du Maghreb avec la Tunisie. Merci beaucoup à nos amis auditeurs de nous avoir suivis. Merci à Lil Marabat qui nous a aidé avec son point de vue à partir de Barcelone, et à Akram Khrif, l'expert en questions sécuritaires et géopolitiques. Merci de nous avoir suivis. Le CPP des affaires domestiques revient mercredi prochain pour parler justement de la situation en Algérie. Shukran. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.